aux frontières entre la Pologne et la Suisse, 56% même du côté de la seule frontière polonaise. Ça veut dire que c'est une solution efficace. Oui, en effet, et je vais prolonger ce qu'a dit Amaury. Effectivement, il y a un point qui est politique et un point d'efficacité de la politique publique. Le point qui est politique, c'est effectivement le fait qu'aujourd'hui, vous avez en Allemagne, et notamment les élections régionales dans l'ex-RDA, donc en Allemagne de l'Est, ont vu une poussée à la fois de l'AfD, donc parti d'extrême droite allemand anti-immigration, mais également du BSW, qui est un parti d'extrême gauche, lui-même anti-immigration. Et ces deux partis-là ont récolté plus de 50% des suffrages dans certains Länder. Donc ça démontre quand même qu'il y a une forte aspiration des Allemands à ne plus subir l'immigration, mais aujourd'hui à réguler les flux migratoires. Et le deuxième point, pour répondre à votre question, c'est que cette mesure-là est une mesure qui est réellement efficace d'un point de vue de la politique publique, puisqu'elle fait réduire justement les entrées clandestines. C'est pour cela que l'Europe ferait bien de s'y inspirer et que certains États, notamment les États qui sont soumis à une pression migratoire très forte, comme la France, justement, doivent mettre en place cette mesure-là de protection de frontières avec un contrôle, justement, parce que c'est une mesure, en fait, qui va justement s'attaquer aux passeurs. C'est pas tant les migrants qui sont visés, mais c'est plutôt les passeurs aux frontières de l'Europe. Or, on voit aujourd'hui qu'il y a des gens qui organisent l'immigration clandestine en Europe, justement, et que le droit, notamment issu de Schengen, ne permet pas de répondre à cela. Ensuite, après, il faut muscler cette mesure-là de deux autres mesures. C'est pour ça nous, on avait parlé de triple frontière en 2021 dans un rapport sur l'immigration. Il faut ajouter à cela une frontière dans les pays locaux, donc c'est-à-dire avec les demandes d'asile qui doivent être faites dans les consulats, dans les pays d'origine, et puis également une deuxième mesure qui est renforcer la protection aux frontières européennes avec un blocus naval notamment en mer Méditerranée. Et justement, l'Allemagne n'est pas le seul pays de l'Union européenne à avoir rétabli ses contrôles aux frontières. François Ruffin. Je suis d'accord avec vous, et s'il y a un tel clivage aujourd'hui sur la stratégie politique à gauche, c'est que la réalité est celle-ci, c'est que la gauche est aujourd'hui en déclin électoral. Elle est en déclin électoral pour plusieurs raisons, parce qu'en réalité, quand on regarde le bloc électoral de la gauche, en 2012, jusqu'à 2012, il y avait 45% à peu près des gens qui votaient pour un parti de gauche. Le quinquennat de François Hollande a fait décrocher deux électorats, notamment importants au niveau de la gauche. C'est l'électorat centriste, modéré, qui est parti chez une nouvelle offre politique qui est devenue celle d'Emmanuel Macron. Et puis, il y a effectivement les classes populaires, qui est déjà en réalité un peu décroché depuis des années. Et c'est pour cela avant l'élection présidentielle de François Hollande, le think tank Terra Nova écrit une note, la fameuse note Quelle majorité électorale pour la gauche, où ils disent déjà qu'il faut se séparer des classes populaires qui sont devenues trop conservatrices parce que, comme aux États-Unis, une classe populaire blanche paupérisée sont devenues trop conservatrices et qu'il fallait cibler de nouveaux électorats, les femmes, les jeunes et les jeunes dans les quartiers populaires. Et donc, avec cette ligne-là qui est appliquée aujourd'hui par la France Insoumise et notamment par celle et qui amène à des tractages aux faciès dénoncés par François Ruffin. Exactement, parce qu'en fait, en réalité, aujourd'hui, la France Insoumise a complètement récupéré cet électorat-là, surinvesti les questions justement identitaires, communautaires et notamment avec la question du conflit israélo-palestinien pour pouvoir faire voter ces gens-là, parce qu'ils considèrent aujourd'hui que pour élargir l'espace électoral à gauche, il faut non pas aller sur le centre, non pas aller sur les classes populaires paupérisées blanches, mais il faut aller sur les électeurs qui votent moins, et notamment l'électorat musulman et l'électorat dans les quartiers. Et c'est la stratégie aujourd'hui de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon. Et c'est celle qui est payante aujourd'hui à gauche. Amaury Brelet, François Ruffin, il a bien fait de dénoncer généralement dans sa manière de faire de la politique. Est-ce que finalement, ce n'est pas quelque part une bonne chose ? Parce que quand on négocie pas à ciel ouvert, avec la France entière à témoin et avec des ballons d'essai dans la presse, par exemple. Bien sûr, mais ça tranche, effectivement, vous venez de le rappeler, ça tranche avec justement la pratique des remaniements qu'ont fait les macronistes jusqu'à présent. Et c'est ce qu'on disait déjà même la semaine dernière, c'est-à-dire que pour que Michel Barnier soit un Premier ministre qui puisse être populaire, si c'est son objectif en tout cas, il faudra qu'il s'inspire de ce qu'ont fait Édouard Philippe ou Gabriel Attal, c'est-à-dire se mettre en opposition avec tout ce que fait le président de la République, notamment en termes de méthode. Et on le sait, le président de la République, lorsqu'il compose le gouvernement, parce qu'en réalité, lorsque les gouvernements de Édouard Philippe, de Elisabeth Borne et de Gabriel Attal ont été composés par Emmanuel Macron lui-même, ce qui n'a pas laissé beaucoup de place au Premier ministre parce qu'il a une lecture verticale et une pratique verticale du pouvoir, on voit bien qu'aujourd'hui, cette pratique-là n'est pas celle de Michel Barnier. Et donc, il y a un clivage effectivement au sein de l'exécutif, réellement, entre l'ancien monde et le nouveau monde. Et ce qui est frappant de marquer, c'est que Michel Barnier, justement, va refermer la parenthèse d'Emmanuel Macron qu'il avait ouverte, c'est-à-dire le nouveau monde, avec ces pratiques politiques qui sont très discutables d'un point de vue politique. Un mot de politique, toujours avec
sachant que l'Italie aussi a pris des décisions récemment pour diminuer ses arrivées depuis la Méditerranée. Tout à fait, c'est l'Allemagne qui dicte aujourd'hui la plupart des grandes politiques de l'Europe. Et la réalité, et c'est ça qui me marque aussi, la mesure est bonne, certes, mais l'Allemagne, encore une fois, fait passer ses intérêts nationaux avant ceux des partenaires européens. C'est sur l'ensemble des sujets, ils se comportent de la même manière. C'est-à-dire que lorsqu'il y a eu la crise migratoire dont Michel a fait référence en 2015, avec effectivement l'afflux de migrants très important en provenance de Syrie, d'Afghanistan et même un peu de l'Est de l'Afrique, l'Allemagne a été en première ligne pour accueillir massivement des migrants et surtout pour obliger les autres pays européens à faire de même. On se souvient que l'Allemagne avait justement imposé à la France justement d'accueillir davantage de migrants. Cette philosophie-là, cette doctrine-là a abouti au pacte asile-immigration, justement, qui a commencé à être négocié à cette période-là, avec ce fameux mécanisme de répartition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Europe doit accueillir de plus en plus de migrants, puisque de toute façon, il y aura de plus en plus de migrants à travers le monde, puisque avec le boom démographique en Afrique, évidemment que ça va avoir des répercussions sur l'Europe. Et donc, l'Allemagne a organisé, parce que c'est eux qui influencent les décisions européennes, a organisé la répartition des migrants en Europe avec justement le fait de mettre des amendes aux pays européens qui ne veulent pas de migrants. Et donc, je trouve que c'est malheureux, mais aujourd'hui, jusqu'à présent, en Europe, ceux qui veulent l'immigration, ceux qui voulaient l'immigration, donc les pays d'Europe du Nord, l'Allemagne notamment, parce qu'ils faisaient face à un vieillissement de la population et qu'ils ont besoin d'une main-d'œuvre pour leurs industries, n'en subissent pas les conséquences. Désormais, ils en subissent les conséquences avec justement la multiplication des drames dramatiques qui ont lieu en Allemagne notamment, et depuis Cologne, on se souvient même des viols collectifs à Cologne. Maintenant qu'ils en subissent les conséquences, ils vont réorienter la politique migratoire. C'est une bonne chose, mais ça fait 10 ans que ça devrait être le cas. L'Allemagne, qui n'est pas le seul pays de l'Union européenne à avoir rétabli ses contrôles aux frontières, on a 8 surtout qu'il y a une guerre électorale au sein de la gauche. C'est-à-dire que c'est un petit peu dis-moi où tu es élu et je te dirai qui tu es et ce que tu penses à gauche. C'est-à-dire qu'en fait, François Ruffin est élu dans une circonscription à 50% rurale et à 50% les quartiers nord d'Amiens. Donc lui, c'est normal qu'il soit sur cette logique de la gauche traditionnelle, la gauche ouvriériste, etc. Et le reste des députés de la France Insoumise sont tous élus dans les mêmes circonscriptions dans les quartiers et circonscriptions dans les centres-villes urbains, type Paris, Lyon, Marseille, etc. Donc c'est là, je pense, la géographie électorale qui détermine ce que pense chacun des insoumis aujourd'hui.